avant la grande annonce. Avant que l'auditoire soit réservé et la presse informée. Avant que les chaises soient installées et les petits fours réchauffés. Avant que les blogs spécialisés se lancent dans toutes sortes de spéculations et que d'autres les contredisent avec des spéculations encore plus folles. Il y a autre chose. Une avancée fondamentale qui a rendu tout cela possible. Chez Qualcomm, on fait moins de tapage et les seuls snacks viennent du distributeur. Mais nous accompagnons le monde vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'interaction continue qui fera de l'Internet des objets l'objet indispensable. Il n'y a peut-être pas de liste VIP ici, mais d'ici peu, la technologie initiée par Qualcomm sera à l'avant-plan de la scène mondiale. Une émission exceptionnelle d'On refait le Mac, enregistrée depuis une Tesla X. L'occasion de revenir sur les ambitions de la firme d'Elon Musk. Va-t-elle devenir l'Apple de l'automobile ? Qu'en est-il justement de la pomme ou encore de Google ? Les géants de la tech vont-ils proposer leur propre véhicule avec l'émergence de la voiture autonome ? Débat ! J'ai toujours été du matin. C'est là que je me pose des questions fondamentales comme qui est venu en premier, l'œuf ou la poule ? Comment savoir ? Mais ce que je sais, c'est que Qualcomm a d'abord connecté le téléphone à l'Internet. Et depuis lors, tout le monde poste, consulte, partage. Oui, parfaitement. Qualcomm invente, puis le monde rebondit sur leurs inventions pour innover à son tour. Les inventions viennent en premier et nombre d'entre elles ont été initiées par Qualcomm. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver, non pas à 42, cette semaine on va prendre la route, on va vous donner tous les détails dans un instant. En attendant, je vous invite à nous suivre sur notre site internet www.onrefaitlemacom, sur notre chaîne Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce en une version HD et audio sur iTunes, et enfin n'oubliez pas l'application ORLM pour nous suivre sur iPhone, iPad et sur Apple TV. N'oubliez pas également les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Twitter et le compte Instagram d'On refait le Mac. Nous sortons du plateau cette semaine donc pour prendre le volant d'une voiture et pas n'importe laquelle, un SUV tout électrique qui préfigure dès aujourd'hui ce que pourront être les futures voitures autonomes de demain. Alors mesdames et messieurs, la Tesla Model X. Waouh! Waouh! Incroyable. Let's go! Nous ne sommes pas à l'école 42, mais dans une voiture. On va parler de voiture autonome, on va parler de Tesla. Nous sommes dans une Tesla X cette semaine. Un beau véhicule, regardez, de toute beauté. L'un des derniers modèles de la marque cher à Elon Musk, SUV tout électrique. On y reviendra dans cette émission. Et pour évoquer le sujet de la voiture autonome, il fallait des spécialistes, bien sûr. À mes côtés, Renaud Robaudy, journaliste spécialisé dans la presse automobile depuis des années et qui anime une chaîne qui s'appelle PO
qui signifie, Renaud ? POA, petite observation automobile. POA, pardon, petite observation automobile. Allez voir, c'est vraiment étonnant. On retrouve quoi ? C'est à la fois des tests, à la fois des vidéos. Ouais, c'est loin des tests. C'est des vidéos. La baseline, c'est la vie, les gens et leur histoire de bagnole. Donc on rencontre des amoureux de voitures anciennes, modernes, des spécialistes, des gens qui ne connaissent rien. Et voilà. Et on va dans la vraie vie avec les voitures, à la rencontre de gens. Et voilà. Donc on n'est pas des spécialistes techniciens, mais on est des grands amoureux de tout ce qui roule. Voilà. Alors, autre spécialiste de l'automobile et habitué d'en refait le Mac, un spécialiste plutôt des interfaces, c'est un thème important et un enjeu majeur pour les constructeurs dans les années qui viennent, et Apple aura certainement son rôle à jouer. Il s'agit bien sûr de Jean-Louis Fréchin de l'agence No Design. Bonjour Jean-Louis, ça va bien ? Bonjour. Alors on t'a mis à l'arrière, je suis désolé Jean-Louis, il y a beaucoup de place dans cette Tesla X, hein. Il y a 7 places de mémoire, et ça va, c'est confortable ? Ah, c'est super, et moi j'ai la vue de l'instructeur dans un cockpit d'Airbus, je contrôle. On se croirait dans un hélicoptère. Alors, on a poussé le bouchon encore un peu plus loin parce qu'on a nos chroniqueurs habituels cette fois-ci. Regardez, sur l'iPhone qui est posé sur le pare-brise à ma droite, et on commence avec notre ami Stéphane Zibi. Hein, c'est le seul moment où il lâche ce téléphone, c'est quand il est en voiture. Il est bien obligé. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je vous envie un peu. Il y a 7 places, on aurait pu être parmi vous. Hein. Ouais, mais mettre 7 caméras dans 33 mètres carrés, c'était un petit peu compliqué. Mais écoute, la prochaine fois, on prendra un minibus. Voilà. Il faut demander à Tesla ou à Apple d'en faire un. Voilà, on en parlera justement de ce que nous prépare Apple. Et le spécialiste d'Apple, pour lui, le Mac, c'est pour toujours le partenaire média de cette émission. Il s'agit bien sûr de Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, alors moi aussi je suis un peu jaloux, mais pas totalement, parce que tu n'as pas CarPlay dans ta Tesla à 100 000 balles. Voilà. Et ça, c'est quand même un scandale, disons-le. Le prix exact de ce modèle, effectivement, l'entrée de gamme de la Tesla X, c'est autour des 100 000 euros quand même, hein, Renaud, c'est pas donné. Mais ce modèle-là a quelques raffinements. On va le détailler, on fera une petite démo plus en détail tout à l'heure. Et notamment, le prix grimpe un petit peu. On est à 159 000 euros. Donc je suis un peu tendu au volant. Renaud, toi qui as plus l'habitude que moi de faire ce genre de vidéo en conduisant en même temps. Voilà, j'ai mon assureur qui me dit ne fais pas de conneries Olivier, c'est pas le jour. Voilà. C'est amusant, c'est une voiture intimidante alors qu'en fait c'est très simple en fait chez moi. Il y a moins de choses. Et en fait, on ne gère que des écrans d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup d'écrans. Alors, avant de revenir sur la Tesla, sur les stratégies d'Apple, on va parler d'une rubrique récurrente de cette émission. Il s'agit bien sûr du chiffre de la semaine. Didier, quel est le chiffre de la semaine ? Alors cette semaine, Olivier, on vous demandait donc si vous pensiez qu'Apple souhaitait devenir un constructeur automobile. Et à ma grande surprise, moi je pensais plutôt pour du 50-50, finalement 80% des gens pensent qu'Apple ne souhaite pas être constructeur. Alors c'est assez étonnant quand on voit toutes les rumeurs et tout ce qui se développe actuellement à Cupertino. Ouais, et la rumeur autour d'une voiture d'Apple, Jean-Louis, ça fait des années. Steve Jobs était toujours aux commandes d'Apple, au volant d'Apple sans jeu de mots. On en parlait déjà de la fameuse iCar. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est des gens qui aiment les voitures déjà, ce qui est important quand on veut se lancer là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait, Steve Jobs ? Il avait une Mercedes. Il avait une Mercedes avec une plaque SJ1, une SL. Ouais. Johnny Ive avait une Bentley, un accident. Johnny Ive, le designer en chef. Assez grave avec. Et Mark Newson, qui travaille pour Apple, designer d'Apple Watch, tout à fait, sur l'Apple Watch, a dessiné une voiture assez étonnante pour Ford il y a quelques années. Donc il y avait l'envie. Il y avait des gens talentueux également dans l'équipe automobile. La question est est-ce que Apple travaille sur l'intelligence autour de la voiture, et dont le téléphone est le cœur, ou sur le produit proprement dit, compte tenu de... Alors l'objet est important, mais bon, moi je crois plus à des composants essentiels stratégiques, concurrents de Valeo, Delphi ou Faurecia, que proprement dit une auto Apple. On y reviendra Jean-Louis, dans la deuxième partie de cette émission tu verras sur les enjeux, pourquoi tous les grands de la tech aujourd'hui s'intéressent à l'automobile, mais on va pas déjà parler du présent. Le futur de la tech, c'est le futur de la voiture, pardon, on parle beaucoup de voitures autonomes. Cette voiture est assez étonnante, on va vraiment plutôt parler de Tesla dans cette première partie. Tesla, le futur de l'auto. Aujourd'hui, Renault en matière d'interactivité, regardez tous ces écrans, la caméra de recul, là je peux carrément écouter tous les podcasts dont on fait le Mac, c'est assez étonnant, hein. Regarde ça, c'est fou. On est un petit peu en matière d'offres d'interactivité, de connectivité. Ce que propose Tesla aujourd'hui avec sa Tesla X et les autres modèles, c'est ce qui se fait le mieux sur le marché aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce qui se fait de mieux, mais clairement il a
il a redéfini les codes, c'est-à-dire qu'il a centré l'intérêt sur toute cette partie-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce grand écran, etc., ça existe déjà depuis 4-5 ans, alors que tout le monde arrive aujourd'hui... Avec la Model S, c'est ça ? Avec la Model S. Qui était la première berline de chez exactement, de chez Tesla. qui est leur modèle phare, en fait. Ouais. Et en fait, il a déplacé le curseur avec ce grand écran, le fait qu'il puisse y avoir des mises à jour en direct, le fait qu'on puisse avoir effectivement accès à Google, etc. Et on voit que le marché, enfin les autres constructeurs arrivent seulement maintenant. Et tout le monde, aujourd'hui, on n'achète plus une voiture, on achète un écran, quoi. Donc en ça, il était assez visionnaire, puisque en gros, c'est lui qui a redéfini les standards. Et c'est vrai qu'il y a un côté... spectacle, voilà, on est à bord de la voiture et finalement, la prochaine étape, c'est qu'il n'y aura plus de pare-brise, vous aurez un écran, quoi. Et du coup, l'industrie a suivi, voilà. Et en ça, déjà, il est assez fort par rapport à ça. L'interactivité, la connectivité, ça devient un critère de plus en plus important. Didier, tu t'es équipé d'une voiture assez récemment. On voit beaucoup de publicité aujourd'hui à la télévision de constructeurs. On pense à Fiat, on pense à Hyundai, qui mettent en avant la connectivité CarPlay. Tu le disais tout à l'heure, elle n'est pas CarPlay cette voiture. Pour toi, ça va devenir, ou c'est déjà même devenu un argument de vente majeur, Didier ? Bon, je pense que ça dépend aussi des générations. Il y a encore des gens qui achètent des voitures sans effectivement ces problèmes de connectivité. Mais de moins en moins, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout est déporté dans le cloud, c'est vrai que tu as besoin d'une connexion Internet. Tu as besoin de retrouver en fait tes applications, tes données sur l'écran de ta voiture, que ce soit tes contacts, ta musique, même la navigation. Et c'est vrai que moi, quand j'ai acheté une voiture il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment éliminé les voitures qui n'avaient pas de connectivité comme ça. Parce que je me suis dit, ma voiture, j'ai quand même la garder 4-5 ans. Et pendant 4-5 ans, j'ai envie quand même d'accéder à ces services-là. J'ai pas envie de me brider ou d'installer encore des choses à côté. Donc, c'est vrai que, effectivement, comme disait Renaud, c'est quelque chose que Elon Musk a vu très, très vite. Et aujourd'hui, quand on voit les écrans des voitures, ils sont encore minuscules par rapport à celui de la Tesla. Hein. Ouais. Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses un petit peu des interfaces de cette Tesla ? Alors, c'est bourré d'écrans, on l'a vu. Moi, je trouve qu'on s'y perd un peu entre l'écran principal, ici géant, l'écran devant moi où j'ai à la fois le radar, le système anti-collision. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'ergonome et designer ? Ergonome, restons raisonnables, je suis designer, ça suffira. Ouais, ça suffira. Au risque de casser un peu l'ambiance, je suis assez effaré par la pauvreté de ce qu'on trouve sur ces écrans. Donc, ok, les écrans sont très grands. L'écran qu'on a devant le conducteur, quand on compare à ce qui est fait aujourd'hui ou aux écrans hybrides qui mélangeaient des éléments physiques et des éléments numériques, et notamment ce que a fait Audi avec des écrans avec des formes très particulières, je trouve ça vraiment en deçà des standards. Et le grand écran, il n'exprime pas là où on est, c'est-à-dire une automobile. Il y a des codes dans une automobile, la taille des informations est trop petite, la hiérarchie des informations est pas bonne, le style des icônes est juste les débuts d'iTunes années 2000. Enfin, c'est assez. Alors, en tout cas, c'est moins réactif. On voit que ça ressemble à une tablette, un iPad. Renaud, regarde si tu l'as manipulé comme moi. On peut zoomer, on peut avancer, mais on voit que la réactivité n'est pas aussi au rendez-vous qu'un iPad. Il y a encore des progrès à faire. Ouais, alors, encore une fois, moi je ne cherche pas à le défendre parce que c'est intéressant. Tesla, ça focalise toujours. On voit, les gens sont archi fans ou archi contre. Ça fonctionne pareil. C'est un comité d'utilisateurs hyper fan. Encore une fois, ça date un peu, même s'il y a des mises à jour. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir là où il est déjà avec le modèle 3, vous savez, qui est le modèle plus accessible. Celui qu'on attend. Voilà, qu'on attend. Il y a eu déjà, je crois, il y a eu quand même déjà 7000 voitures de vendues aux États-Unis, donc un modèle qui sera autour de $50,000, enfin 40, 50 suivant les options. Mais là, ils ont pris un parti pris encore plus fort. Vous n'avez même plus, vous avez juste une planche de bois et il y a un seul écran posé au centre, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus deux écrans. Ils ont simplifié, ils ont revu leur copie. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout de la logique et chez Tesla, ils sont très conscients que quand la voiture arrivera en France en 2019, ça va créer beaucoup de débats du pour ou du contre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Tesla joue pas avec les mêmes règles du jeu. Quand on a produit, je sais pas les chiffres exacts, c'est pas ma tasse de thé, mais aujourd'hui, si on met bout à bout, ils ont peut-être produit, allez, je vais être gentil, 200 000 voitures. Ouais. Et l'objectif à terme, c'est d'en produire 500 000 pour devenir
Un constructeur comme Mercedes ou BM, qui est un constructeur premium aujourd'hui, Voilà. il tire à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 1,5 million de voitures, 1,8 million si vous êtes sur la marque. Ça dépend s'ils ont d'autres modèles, si on compte Smart, etc. Mais on est dans ces eaux-là. On est très loin d'une production de masse. Voilà, mais on voit bien aujourd'hui les problèmes de Tesla. C'est presque de l'artisanat, j'exagère, mais presque. Oui, et il le reconnaît par rapport à la question que vous posez. On peut être le plus fort du monde au niveau de la tech. L'industrialisation en masse, c'est très compliqué. C'est-à-dire faire bien une fois, c'est simple. Faire bien 100 fois par jour, tous les jours à un niveau, c'est le patron de quartier qui disait ça il y a très longtemps. C'est très compliqué. Et Tesla le reconnaît, et je crois que les gens de chez Google et de chez Apple savent que se lancer dans le hardware d'une production de masse avec toutes les exigences, c'est-à-dire démarrer par le froid, le chaud, sortir tous les jours avec toutes les normes, là vous jouez dans un autre jeu qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est la problématique de Tesla aujourd'hui. C'est pas un problème d'image de marque, etc. C'est de gérer la qualité et de la production à temps. On y reviendra, Renaud, sur justement l'avenir de Tesla. Un point commun à tous les modèles de Tesla, et c'est vraiment le point fort, Stéphane, qui a beaucoup séduit les utilisateurs, c'est que cette voiture, elle est vraiment connectée, elle a une ligne 4G qui est intégrée, on ne la paye pas, c'est dans le prix de la voiture, et elle se met à jour automatiquement, et à chaque mise à jour, on peut quasiment presque avoir une nouvelle voiture, une nouvelle fonctionnalité, Stéphane, c'est assez étonnant. C'est exactement ça, oui, Olivier, parce que c'est un peu comme nos téléphones, dès qu'on passe d'un iOS 10 à un iOS 11 et quand on passera à un iOS 12, ou pareil pour Android, on a l'impression d'avoir un peu un nouveau téléphone, même si celui-ci peut éventuellement ramer ou toucher nos batteries, mais ça c'est un autre sujet. Là au moins, si on souhaite activer une fonctionnalité ou pas, ou en tout cas l'optimiser, par rapport à ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, moi c'est vrai que c'est pauvre, et je pense que je pense qu'on peut pas tout faire, on peut pas mener les mêmes plein de chevaux de bataille en même temps. Ouais, le même combat de fond, ouais, bien sûr. Et c'est compliqué de faire du hardware, de la machine, des voitures et en même temps du software. Et la difficulté, elle est immense. Et donc les premières voitures, pour moi, si on considérait que les premières versions d'Apple c'était des alphas voire des bêtas qu'on avait sur le marché, là franchement on a plus que des alphas, quoi. On a des prototypes. Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, effectivement, le software, Tesla est le premier à l'avoir vraiment abordé, et on va comprendre, on va en tout cas essayer de vous faire comprendre dans cette émission les enjeux autour du software, autour des interfaces, et comment des standards vont émerger, et comment les constructeurs traditionnels, Renault, ont besoin d'avoir encore leur mot à dire et de ne pas se faire noyer par un Apple ou un Google. C'est ça l'enjeu pour l'avenir. Ils jouent leur avenir. Alors, une spécificité de cette voiture et une spécificité de ce qu'on nous présente pour l'avenir, c'est l'émergence d'une voiture autonome. Cette voiture est une voiture autonome quasiment. Alors Tesla a horreur qu'on le dise. Ils ont vraiment insisté sur le fait que l'on dise que ce soit un système de pilotage automatique. Il marche, je vais l'activer. Vous allez voir, on est avenue de la Grande Armée à Paris, on le met en route, on arrive juste à l'Étoile. Donc ça va poser problème, mais on le met en route quand même. Et je suis en mode autonome, regardez, je lâche le volant. Elle se cale presque sur la voiture devant parce qu'il y a le feu rouge, donc je m'arrête. Vous avez vu, sur quelques mètres, elle détecte automatiquement les bandes sur les côtés. On est vraiment dans le futur là, Renaud. Oui, alors c'est un sujet qui est très vaste, la voiture autonome, parce que déjà il faut savoir de quoi on parle. Ouais. Je suis obligé de faire un peu tu es là pour ça. Le sachant, qu'est-ce que c'est qu'une voiture autonome? Il y a en fait, entre eux, ils se sont entendus, les chercheurs, il y a 5 niveaux d'autonomie. C'est très important d'avoir ça en tête. Le premier niveau, c'est sans les pieds. En fait, un régulateur de vitesse, vous posez vos pieds, la voiture conduit toute seule, donc on avait tous plus ou moins ça. Le niveau 2, entre guillemets, c'est là où on arrive à peu près aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle sans les mains. C'est-à-dire que pour faire simple, vous avez des caméras qui lisent les lignes blanches, vous avez un radar qui voit la voiture devant, donc qui peut réguler la vitesse, vous avez un freinage d'assistance d'urgence, et en lisant les lignes, avec des capteurs aussi dans les rétroviseurs qui permettent de voir si vous avez des voitures qui déboîtent à droite ou à gauche, on pourrait en théorie lâcher le volant. La loi ne le permet pas. Je l'ai fait quelques La loi secondes. ne le permet pas. Bien sûr. Et la voiture, on va dire sur un parcours assez identifié, peut faire le job. Mais il faut garder une vigilance parce que ça peut se déconnecter. C'est dur de conduire à Paris à l'Étoile. C'est très dangereux. Et là, tous les constructeurs y arrivent plus ou moins dans le premium. Ensuite, vous avez le niveau 3. Encore une fois, on n'a pas le droit, mais ce qu'on appelle sans les yeux.
C'est-à-dire que là, On normalement, ne regarde plus la route, c'est ça? là, vous avez le droit, vous devez rester en vigilance, on n'y est pas. Là, hein, je mais dois rester en vigilance, je vous te confirme. et Je à ce galère, moment-là, je te dis même pas. hein. la voiture serait capable de tourner, de déboîter, de suivre, si vous voulez, encore une fois, parce qu'on est vachement dans la théorie, Ouais. parce que quand il y a tellement de paramètres à gérer, pour le moment, ils n'ont pas la capacité de gérer tous les paramètres, mais Ouais. on nous promet ça. Et puis niveau 4, là, ça serait sans le cerveau, c'est-à-dire j'ai le droit de retourner mon Je téléphone. te confirme, il y en a quelques-uns qui n'ont pas de cerveau à l'étoile. Voilà, aujourd'hui. sans le cerveau, et là je peux faire autre chose, je peux lire un bouquin, etc. Et le niveau 5, c'est sans pilote, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'avoir quelqu'un dans la voiture, c'est le rêve d'Uber, la voiture vient vous chercher, elle repart toute seule. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets d'annonce chez tout le monde, de promettre, de dire vous allez voir, moi je suis déjà au niveau 4, je suis déjà au niveau 5. Déjà, il n'y a aucune loi, à part pour des tests, qui permettent d'utiliser les voitures à ces niveaux-là. Mais aujourd'hui, ça devient un argument très fort de vente. Alors ça pose d'autres questions, même sociologiques, finalement, à quoi ça sert, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. De dire, mais on est au niveau 3, et Elon Musk, qui est le roi de la communication, qui fait Bien beaucoup sûr. d'effets d'annonce, même quand les choses ne sont pas prêtes, il dit, nous, nos voitures, elles seront prêtes en 2020 au niveau 5. Mais à côté de ça, vous entendez des gens chez Toyota qui vous disent, attendez, le niveau 5, c'est-à-dire quand il n'y aura plus personne dans la voiture, personne ne peut savoir quand est-ce que ça sera, ça prend peut-être 10, 20, 30 ans. Il y a tout un problème que vous connaissez mieux que moi, c'est la masse de gestion de données que l'on doit gérer, et surtout le fait de pouvoir les transmettre de voiture à voiture avec son environnement. Donc il faut que les voitures soient équipées en 5G. Enfin, il y a tout, en fait, c'est tout un écosystème que ça redéfinit. En revanche, On n'a pas maillé la chaîne en clair. la promesse, Ouais. tout le monde a foncé dedans. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'avait raconté une histoire que je trouve vachement amusante sur les débuts de la voiture autonome. Vous savez, Google est tellement puissant qu'il lance, on a oublié, mais plein de projets. Il y avait eu notamment les lunettes, c'est tombé à l'eau, etc. Mais ils font réfléchir des gens. Et la voiture autonome, en fait, c'était des gens qui étaient dans un burlin, ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on gère, pourquoi on ne travaillerait pas sur une voiture autonome, on est en 2010, et ils présentent à Détroit leur fameux petit œuf, et tous les journalistes se ruent dessus beaucoup plus que sur la dernière Ferrari, pour faire court. Et à ce moment-là, tous les constructeurs se sont dit, mais flûte, s'ils y vont, il faut qu'on y aille. Enfin, Qu'est-ce qu'on s'embête à Non, mais travailler avec Pininfarina, il suffit de faire un œuf. quoi. Voilà, je Ouais. simplifie un peu, mais on voit, c'est un peu, c'est un peu comme la comparaison dans les années 60, on pensait que la voiture serait volante, on n'y est toujours pas, puis on ne sait même pas comment on arriverait à gérer au niveau du trafic. Mais sur la voiture autonome, cette promesse, et tout le monde s'est engouffré là-dedans, Ouais. et on voit bien, effectivement, là pour le coup, les constructeurs, ils n'ont qu'une trouille, c'est de perdre, de devenir plus que des assembleurs de fer, de ferraille et de plastique, ce qu'ils ne veulent pas. Comme les Parce qu'on assembleurs d'iPhone aujourd'hui. quoi. Voilà, et là, du coup, effectivement, le jeu, il devient plus amusant, mais plus complexe à suivre, parce qu'il y a plein d'acteurs. Il y a ceux qui sont spécialistes de la transmission des données, il y a ceux qui sont effectivement spécialistes des algorithmes, parce qu'en fait, on parle là d'intelligence artificielle, en fait. Ouais. On est qu'au début, où on amasse un nombre de données, mais l'écosystème devient beaucoup plus vaste. Donc, on entend encore une fois beaucoup de choses, mais peu de gens ont the whole picture. Alors, sûr. effectivement, les Apple, les Google, ils ont les moyens d'avoir le whole picture, mais on se rend compte qu'il ne suffit pas d'acheter des briques, d'avoir les meilleurs. Il faut quand même réfléchir au modèle qu'on va développer pour penser le 360 de la voiture. C'est très, très, très complexe. Alors on est très loin effectivement du schéma final de la voiture autonome tel que tu l'as très bien résumé Renaud, merci. Il n'empêche, elle préfigure véritablement ce que pourrait être déjà une voiture autonome, puisque le niveau d'eau, celle-ci l'atteint. On va attendre que le feu passe au vert pour refaire une démo sur les champs. Il y a 3 voies, ça devrait fonctionner. Il préconise minimum 2 voies, 2 fois 2 voies pour le faire. Donc les radars, il y a 7-8 caméras dans cette voiture, Ouais, je des crois. lidars, des Quand même. lidars, Donc, des qui suit, qui va détecter, vous allez voir, les lignes qui sont à droite et à gauche, malgré la pluie. On n'a pas de chance aujourd'hui pour le tournage de cette émission. Donc je vais l'activer avec la petite molette qui est en bas, ici. Tac. Là, il refuse de se mettre en route parce qu'il ne détecte pas les... Alors, c'est les conditions les plus difficiles oui. que vous avez là. Avec la pluie, ouais. Pluie et tout. Tous les spécialistes, là, tous ceux que j'ai interviewés, tous ceux que je rencontre, tout le monde est d'accord pour dire que d'ici 3-4 ans, sur un circuit balisé, on va dire principalement l'autoroute, où il y a des lignes, Oui, où il y a des lignes à droite à gauche ou un etc., muret tout simplement. Voilà. Ouais. Là, on pourra passer en mode 3
aisément, et la législation évoluera sans doute, parce que quelque part c'est plus facile de lire, on gère moins. Là, effectivement, le marquage au sol est très mauvais, parce que ici, sur les champs, c'est des pavés. En plus, il y a effectivement le reflet de l'humidité, de l'eau et des flaques. Donc, on attendra d'être sur les quais de Seine. On y est dans quelques minutes, on refera la démo. Il y a un truc qui est très intéressant. On a eu, hélas, le premier tué, on l'a tous entendu, on avec parlait, une voiture. Uber a eu un accident et a renversé un piéton. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ça résume, on est bien dans le sujet. Voilà, ça y est, le mode autonome fonctionne. Donc là, je peux lâcher le volant. C'est pas conseillé. Mais voilà, je suis bloqué à 43 km/h. Il y a le radar devant qui détecte la voiture qui nous suit, qui nous filme en même temps. Et il considère, je freine et il se déconnecte. Et si au bout de quelques secondes, je ne remets pas les mains sur le volant, il y a une alerte, effectivement. La loi l'oblige. Ou alors le son se met à fond parce qu'il pourrait considérer que je m'endors au volant. Ça marche vachement bien, je trouve, quand même, Jean-Louis. C'est assez étonnant. Mais c'est le long chemin de l'automobile pour nous aider, nous offrir plus de confort, ces choses dont on n'a pas besoin au départ, et puis dont on peut plus se passer. Ce qu'on vit là sur l'expérience que tu viens de faire sur lâcher le volant, c'est ces assistances qui nous aident à mieux freiner, à mieux tourner, à mieux prendre des virages, à mieux gérer l'ensemble de l'automobile. Ça a commencé avec l'allumage électronique qui a simplifié le démarrage. Donc c'est normal, c'est le progrès. De là à tomber dans le fantasme de là, je suis encore en mode autonome, regarde. Tu vois, il se cale sur la voiture devant. Il détecte automatiquement avec GPS la vitesse de la rue. Donc on est sur les champs, c'est 50 km/h. Donc je vais couper avec le volant pour... Hop là, ça freine tout seul. Un accident direct. Voilà, mais on va le remettre en route. Il va se caler sur la voiture qui nous suit devant. Et regarde, la voiture freine devant moi et la voiture freine automatiquement. D'ailleurs, sur ces voitures électriques, on va en parler également. Il n'y a plus de frein quasiment. On lâche l'accélérateur, ça freine pour la récupération d'énergie. Je t'ai coupé, Jean-Louis, pardon. La question qui m'obsède, c'est y a-t-il un rêve puissant chez les consommateurs de voitures autonomes? Aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire de ses mains, puisqu'on est obligé d'avoir une forme de vigilance. Alors, effectivement, un représentant qui fait 500 km sur l'autoroute, il peut travailler, on voit bien, mais conduire une voiture, c'est aussi un plaisir. Et la question, c'est pas la voiture autonome. La question, c'est comment faire cohabiter des modes d'usage à des moments différents dans les produits de demain. Tu parlais, Renaud, de l'accident qui a beaucoup buzzé sur Internet ces dernières semaines. Ça a été vraiment une très mauvaise publicité pour la voiture autonome et pour Uber, Stéphane. Oui, en plus la vidéo a été diffusée par l'État d'Arizona. Et c'est vrai que quand on regarde la vidéo, bien sûr, la vidéo elle s'arrêtait juste au moment de l'impact de la personne qui traversait. Et on voit la réaction du conducteur, parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui était au volant, même s'il ne touchait à rien. Cette expérience montre que une machine n'est pas infaillible, mais il est fort probable, même totalement impossible qu'un homme, dans une voiture normale, aurait pu sauver la personne. Aujourd'hui, il y a l'État d'Arizona qui a demandé à Uber d'interrompre les tests. Donc, en gros, il suffit juste d'un mort causé par cette voiture pour arrêter les tests, ce que personnellement je regrette parce que je pense qu'il y a eu beaucoup plus malheureusement de décès dans des circonstances avec des voitures non autonomes, etc. Et en plus, pour combler la polémique, pour cumuler à la polémique, la société Mobileye qui a été rachetée par Intel, 15 milliards, qui permet de connecter et rendre autonomes des voitures lambda, le patron dit, nous, on aurait pu éviter l'accident. Et aujourd'hui, il rajoute du l'huile sur le feu. Pour moi, je persiste et je signe que les voitures autonomes ont un meilleur temps de réaction que nous. Ça c'est un débat de spécialistes, mais Renault, on s'attend plutôt, et c'est vrai que les constructeurs automobiles, quand ils testent leurs véhicules de pré-série, c'est pas forcément au milieu de monsieur et madame tout le monde, quoi. Non, mais je reviens sur parce que j'ai pas pu finir tout à l'heure. Excuse-moi. Non, mais parce que vous allez voir, c'est pas facile de présenter, conduire. C'est au centre du problème. Qu'est-ce qui se passe avec cet accident qui est bien sûr dramatique? D'abord, juste pour recadrer, aujourd'hui, pendant qu'on parle, il va y avoir 10 morts sur les routes en France dans la journée. Non, mais c'est pour... il y en a tous les jours. Et je pense qu'un jour, les méthodes de calcul permettront. En revanche, regardez le nombre de communiqués qu'il y a eu. C'est fou. Uber a dû communiquer.
Volvo a dû communiquer, l'Arizona a dû communiquer, le responsable effectivement qui crée les caméras a dit c'est pas nous, il y en a eu un 6e, je crois même un 7e. Le radar, etc. Voilà, chacun dit. Et en fait, vous posez le problème de la responsabilité de la voiture autonome, qui est un problème à la fois aussi juridique, qui vient s'ajouter à toute la problématique. Le grand drame, ça serait de ne penser que ça n'est qu'un problème technique. La technique, on la résoudra. Il y aura sans doute d'autres morts. Mais malheureusement, et avec tous les problèmes encore une fois de responsabilité il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que la voiture doit sacrifier un piéton ou sacrifier les passagers? Enfin, franchement c'est sans fin, et le législateur n'a pas fini de s'arracher les cheveux. Et effectivement on pose aussi une question, vous disiez tout à l'heure Jean-Louis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture autonome? Vous avez des gens pour qui c'est une déresponsabilisation. Je me fais aucune illusion, le train est en marche, la société de consommation, le capitalisme, la techno, donc tout ça va avancer, mais celui qui peut trouver la réponse aujourd'hui, moi je veux bien discuter avec lui, parce que personne ne l'a. Et effectivement, tous les constructeurs, vous savez, il faut vendre des voitures, il faut pousser de la caisse, comme on dit dans le métier. Tous les 10 ans, non mais au fond c'est ça, et tous les 10 ans on vend quelque chose. Aujourd'hui on vend, il faut vendre et de la propreté, c'est-à-dire une voiture pure si c'est jouable, voire de la mobilité, ça leur pose encore des problèmes qu'on soit à plusieurs dessus, des écrans et effectivement une promesse autonome. Ce dont on peut être à peu près sûr, c'est que pour certains services publics, c'est-à-dire que pour demain aller à Roissy, par le périph' et par l'autoroute, et ça sera vrai de toutes les villes, que ce soit pour des services, encore une fois, sur des routes balisées, on va avoir des navettes autonomes. Alors les plus pessimistes disent oui, ben, ça s'appelle le train, mais j'essaye pour que le public puisse suivre. Moi je suis pas du tout un geek comme vous, mais parce qu'en fait ça pose des problèmes de société. Tu disais tout à l'heure Jean-Louis, c'est culturel l'automobile. Là où ça devient intéressant avec la voiture autonome, c'est que d'un problème technologique, en fait on est en train de toucher à un problème culturel très fort d'organisation de société. Et le rêve qu'ont les gens extérieurs à ça, c'est de dire peut-être que l'autonome et la connectivité va régler le problème de la congestion. Ça fait 1 heure qu'on roule à 10 à l'heure. Il est là le problème. Il est là. Et ça, c'est le rêve, c'est le fantasme en fait. C'est pas de voler, c'est de dire on va regagner de la fluidité avec des navettes qui seront plus fiables et plus rapides. Voilà. Alors moi j'étais assez sceptique sur... c'est l'une des premières... j'ai déjà conduit des voitures électriques, notamment des Autolib à Paris, les voitures en libre service de Bolloré. J'étais pas forcément emballé par la qualité de conduite de ces voitures. Par contre, depuis que je suis au volant de celle-là, je suis plutôt emballé à la fois parce que pour moi l'électrique c'était... ça se faisait au détriment du plaisir de conduire une voiture thermique. On a ses habitudes, et ne fût-ce que le bruit. Alors c'est vrai que la première qualité de cette voiture, c'est qu'il y a, à part les alertes de tous les côtés que vous pouvez entendre, c'est assez pénible, parce qu'il y a les radars anti-collision qui se mettent en route, parce que là, ici à l'Étoile, vous pensez bien que tout le monde nous sert comme des boîtes à sardines, mais passons. On redécouvre une nouvelle manière de conduire et un nouveau plaisir, j'ai l'impression, avec cette voiture, sachant qu'en termes de performance, on va attendre d'être sur les quais de Seine pour accélérer un petit peu. Il y a le fameux mode Insane de cette bagnole, et c'est à tomber par terre. Insane, c'est c'est fou, c'est crazy, c'est presque indécent. C'est-à-dire on atteint les 100 km/h en moins de 3 secondes. Ouais, mais ça c'est un super coup de marketing, parce que comme l'automobile est encore construit dans un univers basé sur la performance, ça rassure le journaliste automobile. Mais en fait c'est très accessoire. Mais là je suis obligé de faire l'avocat du diable. J'aime l'automobile plus que tout, mais quand on fait une voiture à 160 000 euros, 150 ou 100, mais même 100, je t'offre les 1000 derniers. Non, mais c'est facile de faire une voiture où tu as du plaisir. Voilà. Je suis obligé de le dire parce que nous on a un public assez qui suit bien ce milieu. Le vrai enjeu, c'est comment je fais demain à 20 000 euros une voiture. Et c'est l'enjeu pour Tesla avec son fameux modèle, modèle 3. Mais pour tous les constructeurs, sachant que l'électrique n'est pas la solution ultime, c'est une des solutions dans le package de mobilité qui sera, là aussi, je crois qu'on est tous d'accord quand on travaille un peu sur le sujet, qui sera multiple avec plusieurs propositions. Et il y a une petite musique qui naît dont Tesla a tout à fait conscience désormais, c'est qu'après avoir adulé la voiture électrique, maintenant les gens se posent des questions sur tout le cycle de vie de la voiture. Je ne vais pas lancer le prochain sujet, mais transition. Mais alors regarde, on va laisser la voiture qui est devant nous, qui nous filme, je vais me caler dans mon fauteuil, prendre du champ, calez-vous dans le fauteuil, et on va déclencher le mode INSEM. Attention, c'est impressionnant. Ça arrache.
Voilà, on est monté Même à... moi, qui est facilement mal Voilà, au cœur, on donc sent, voilà. Voilà. Donc en gros, ça bat une R8 de chez Audi. Alors, c'est-à-dire que si on est dans le monde réel, ça sert fondamentalement à la sortie rien. des péages. Non mais voilà, puisqu'on a le droit de rouler à 130 sur auto, de monter à 130 en 3 secondes Voilà. 2 et de faire vomir les enfants avec leurs petits... Et franchement, leurs bonbons. j'aurais pu appuyer encore plus fort et j'ai modéré parce qu'on était en ville. C'est très impressionnant. Hein, C'est très physiquement. impressionnant, il faut vraiment que vous essayiez. Tu parlais justement des doutes qui émergent autour de la voiture électrique parce que c'est vrai, on a de la performance avec ce modèle-là, pas forcément sur les modèles entrée de gamme à 15 ou 20 000 euros, entrée de gamme entre guillemets. Et il y a notamment un Français qui a lancé un pavé dans la mare, c'était à Francfort je crois, lors du salon en septembre dernier, et pas n'importe lequel puisque c'est le patron de PSA, de Peugeot, Carlos Tavares. Et regardez, on va vous afficher, et tu vas lire, parce que moi je conduis, tu l'as entre guillemets. Qui Voilà aujourd'hui est en train de se soucier de traiter de la question des mobilités propres dans leur globalité. Quelle solution pour la fabrication des batteries, le recyclage, l'exploitation, mais également l'approvisionnement en terres rares, la nature, la production. En gros, qui se soucie du système à 360 ? En clair, non seulement c'est vrai qu'on se pose des questions sur le système, mais à terme, est-ce qu'on ne va pas créer un nouveau problème écologique, Jean-Louis ? Olivier change de voix parce qu'on vient d'être dépassé par un taxi roulant à l'hydrogène Air Liquide. Donc oui, c'est vrai. C'est assez étonnant, mais qui est une Hyundai. Qui est une Hyundai et dont l'énergéticien est Air Liquide, qui est plutôt spécialisé. Mais ça reste une voiture électrique quand même. Oui, tout à fait. Mais la recharge se fait par hydrogène. La recharge se fait par hydrogène. Et l'autonomie est phénoménale du coup. Bien évidemment, 800 km. Carlos Tavares a raison. Il faut bien qu'il mise sur l'électrification de sa gamme aussi. Il faut ils y vont à fond. regarder l'ensemble de la chaîne de production énergétique pour pas déplacer le problème ailleurs. Alors en France, c'est un peu faussé parce que l'électricité nucléaire, elle est non carbonée. Ouais. Elle a une empreinte écologique lourde sur des milliards d'années, mais elle est non carbonée. Les pays qui sont très forts sur l'éolien, le solaire, comme le sud, le Portugal, dont Carlos Tavares est originaire, ont une électricité décarbonée. Les voitures peuvent servir de régulation. Mais quand je pense fortement à la Pologne et ses centrales à charbon, l'électricité pose le problème de la production d'énergie. Le second point, c'est que va-t-on faire des batteries durant la vie de l'automobile, puisque les batteries n'auront pas forcément la durée de vie de l'automobile. Comment va-t-on les utiliser après ? Comment va-t-on les recycler ? Et puis, la technologie des batteries qui n'est pas stable, qui peut changer. Il y a des émergences nouvelles, le graphène dont tout le monde parle, très intéressant. Donc tout ça est instable. Et ce que ça veut dire, c'est que le monde de l'automobile unique avec deux modes de propulsion diesel et essence est terminé. On va avoir des propulsions électriques avec des batteries différentes et on va avoir d'autres types de propulsion également. On va pas rentrer dans la question du pneumatique ou de choses un peu plus ésotériques, mais l'objet unique, c'est terminé. Et ce qui va permettre de réguler tout ça, c'est ce qu'on appelle le grid, c'est-à-dire l'informatisation de la production énergétique, dans laquelle l'automobile sera elle-même un élément renseigné, informé, qui contribuera à l'équilibre général du système. C'est un gros changement quand même. Olivier, oui, Stéphane. Oui, non, je veux compléter ce que disait Jean-Louis. En fait, intrinsèquement, cette voiture qui vaut 159 000 euros, c'est ça ? Ouais. Si on compare... mais il y a des voitures électriques qui à 15 000 euros, oui, bien sûr, chez Renault. D'ailleurs, hein la Zoé, la Zoé, on peut rappeler même que le premier constructeur, groupe automobile constructeur de voitures électriques est français, avec Nissan, Renault, Nissan, entre la Leaf et la Zoé, c'est le numéro 1 mondial, vu les nombres de ventes. Mais et c'est vrai que ça beaucoup moins cher qu'une Tesla. Mais quand on compare intrinsèquement le prix de cette voiture-là avec les équivalents sur les voitures premium, une Mercedes, une BMW, les Bentley, les Maserati, etc. Mon fils Joseph pourrait vous en dire plus que moi, et vous autres, les spécialistes dans la voiture aussi. On les compare, si on prend ces voitures-là, les Mercedes et compagnie, elles sont intrinsèquement plus costaudes, plus en tout, sauf qu'elles ne sont pas électriques. Et tout ce montant qui peut paraître excessif, même pour le petit modèle, le modèle 3, pour moi, ça correspond à la stratégie globale de Elon Musk, qui est de payer
certes assez cher aux consommateurs la R&D pour payer la R&D de la prochaine voiture et de miniaturiser les batteries au maximum, de les rendre les plus autonomes et je l'espère les plus confort, les plus green possibles comme on dit. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ce que je disais, on paye des alphas et peut-être que dans 15 ans ça sera parfait. Aujourd'hui, je pense que le prix est paye cette R&D, tout ça pour que cette miniaturisation et ce côté recyclage puisse être optimisé. Et aujourd'hui, cette recherche coûte très cher. Renaud, qu'est-ce que tu dis les constructeurs aujourd'hui sur le cycle de recharge, de recyclage, pardon, de recharge? Ça, c'est pour les batteries. Est-ce qu'on commence à émerger et aborder ces problèmes-là où on fait... Alors d'abord, la Chine vient de décréter qu'en 2020, tous les constructeurs... D'abord, ils devront produire un certain nombre de voitures électriques, un certain pourcentage. Et surtout, ils devront assurer le recyclage des batteries de façon transparente. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte, moi je ne suis pas assez spécialiste, mais quand on lit pas mal de rapports, il y a eu un rapport de la Commission européenne, il y a encore pas mal d'opacité. Il faut voir aussi que dans la problématique, on parlait du recyclage, mais il y a ne serait-ce que d'abord tous les minerais qui rentrent dans la composition des cellules. Et le cobalt notamment, qui devient un enjeu parce qu'il est produit à 80% au Niger et pas de façon très propre. La Chine vient de signer des accords pour s'approprier en fait pratiquement 80% des ressources. Il y a eu une alerte de la Commission européenne qui a dit mais attendez, là on est en train de devenir dépendant de la Chine. Mais effectivement dans 5 ans, est-ce que ça sera encore le cobalt? Comment on l'exploite? Bon, et là en fait, personne n'a une visibilité claire sur l'ensemble de la chaîne. Et ce qu'on lit là sur le problème du recyclage des cellules qu'on doit assembler, qui déjà elles consomment beaucoup d'énergie quand vous devez les assembler, électrique, donc si vous produisez avec de l'électrique charbon, l'assemblage c'est polluant. Mais ensuite quand vous devez dissocier à la fin de vie des batteries, c'est très compliqué parce qu'on n'est que sur certains grammes. C'est comme les téléphones portables, tout le monde vous dit aujourd'hui vous avez un peu de manganèse, vous avez un peu de cuivre, vous avez un peu de lithium, vous avez un peu... Et ça on ne sait pas le faire aujourd'hui. Je peux espérer qu'un jour, comme dans Star Trek, on aura des désassembleurs de cellules quantitaires. Non mais si on réfléchit à ça sur le très long terme, c'est ça les enjeux. Mais aujourd'hui, personne ne sait. Alors la vraie question, c'est d'abord déjà la deuxième vie des batteries. Elle est théorique, c'est de dire est-ce que ensuite j'enlèverai. Là, vous en avez besoin de beaucoup, mais si ensuite je la mets pour de l'éclairage public. Voilà, c'est ce qu'avait fait Tesla avec ses fameuses batteries pour la maison. Lorsqu'ils avaient annoncé ça il y a 2 ans, on avait compris que c'était une manière de recycler les batteries. Les Powerwall, pour recycler les batteries. Et puis il y a l'équivalent aussi pour les factories, pour les Le vrai enjeu, c'est comment faire baisser les coûts. Il faut produire plus de batteries qui n'est capable d'en vendre sur l'automobile. Donc l'idée, c'est de dire équipez-vous chez vous d'une batterie qui pourra stocker de l'énergie soit par le solaire, soit par l'éolien, et vous aurez votre propre réseau électrique chez vous. Moi, ça me fait rêver. Vous pouvez aller à la Madeleine, ils l'exposent, elle sera en vente bientôt. Autosuffisant. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de créer sa propre électricité dans le système français. Vous devez réinjecter l'électricité dans le réseau national, dans le réseau, et vous êtes remboursé de ce que vous produisez. Mais la loi pourrait changer. Aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais là, c'est malin parce que ça permet de produire plus de batteries, puisque là, encore une fois, tout le monde peut comprendre que sur 30 ans de vie, avoir sa propre batterie chez soi et gérer cette énergie. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore parce qu'aujourd'hui... ça, je pense qu'on va y venir plus vite que... Oui. Mais on n'y est pas encore parce que les batteries pour les maisons de chez Tesla, aujourd'hui, ne sont pas des batteries recyclées. Oui, c'est des batteries neuves, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, les voitures ne sont pas, les cycles de voitures, de batteries ne sont pas arrivés encore au terme de leur vie. Donc, ils n'ont pas encore commencé le recyclage. On verra dans quelques années, effectivement. On reviendra donc sur l'avenir de l'électricité. Est-ce que Google et Apple vont aller sur la voiture électrique après le busomètre avec Didier? Didier, tu nous proposes un petit busomètre. Quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine? Il y a eu une keynote mardi soir à Chicago, je crois. Alors Olivier, oui, effectivement, on a eu une keynote cette semaine et pas des moindres puisqu'on a quand même un nouvel iPad. C'est quand même pas tous les jours qu'Apple lance une nouvelle tablette. Alors on pourrait l'appeler l'iPad 6 puisqu'il succède en fait à l'iPad qui a été présenté l'an dernier. Alors il y a 2 grosses nouveautés. Le premier, c'est le prix, il perd 50 € et il prend en charge donc l'Apple Pencil. Après, je dirais qu'il y a pas mal de points négatifs. On a toujours un vieux design d'iPad Air 1, tu vois. C'est quand même une tablette qui n'a pas d'écran laminé, qui a que 32 Go de base. Bref, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, Apple a voulu faire quelque chose de pas très cher pour l'éducation. Mais voilà, ça, c'est vraiment adapté à un public, je dirais, très très spécifique. Mais je pense qu'on y reviendra, bien sûr, dans l'émission. Deuxième rumeur, on reviendra peut-être même la semaine prochaine. Alors la deuxième rumeur, c'est une nouvelle Apple Watch cette année, comme tous les ans. Mais pour une fois, on pourrait avoir un nouveau boîtier. Donc
par exemple un écran plus grand. Donc voilà, peut-être de nouveaux capteurs effectivement à l'intérieur, mais ce serait la première fois depuis le lancement de l'Apple Watch en 2015 qu'Apple changerait le design. Donc voilà. Alors effectivement, est-ce que ça vaudra le coup de changer d'Apple Watch cette année, sachant que la série 3 était déjà Alors, on assez parle d'un intéressante. d'un cadran plus grand cette année, possiblement. Voilà, alors peut-être qu'ils vont allonger le cadran sans forcément avoir un form factor plus grand, c'est possible, en rognant un petit peu sur les bords comme ils savent le faire, Ouais. mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, c'est quand même qu'une rumeur. Ok, allez, troisième rumeur. Oui, alors on reste sur l'Apple Watch, puisque donc la rumeur concerne Spotify qui pourrait arriver avec une vraie application, donc qui permet Dédié. de streamer ton compte depuis la montre. Donc ça, ce serait vraiment intéressant, puisque on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont Spotify, qui sont sur iOS, qui veulent pas passer à Apple Music, et d'avoir une véritable application, notamment avec l'Apple Watch 4G. Bah voilà, ce serait vraiment un plus pour sortir, par exemple, sans ton iPhone. Quatrième rumeur, Didier. Alors la quatrième rumeur cette semaine sont de nouvelles couleurs. On avait déjà parlé de l'iPhone 10 qui pourrait arriver en version Gold. Il pourrait aussi arriver en version Red, donc rouge, avec les produits Red qui permettent de lutter contre le sida. Et voilà, alors pour l'instant il n'y a rien qui a été annoncé, rien à la keynote. Donc, alors que d'habitude c'est à peu près dans ces périodes-là qu'Apple renouvelle effectivement les couleurs de ses téléphones pour relancer un petit peu les ventes. Moi j'ai bon espoir que ça arrive d'ici quand même la WWDC. Et enfin, dernière rumeur. Alors dernière rumeur qui est une bonne rumeur, Olivier, puisqu'il paraît que le prix de l'iPhone pourrait baisser cette année. Cette année, il est quand même assez cher, il a dépassé largement les 1000 €. Et peut-être qu'avec l'arrivée donc, des 3 modèles, on verrait le prix global vraiment baisser. On va dire aujourd'hui, par exemple, un iPhone 10 Plus pourrait avoir le prix de l'iPhone 10 actuel. Donc ça éviterait d'avoir une inflation effectivement des tarifs. Donc voilà, moi j'y crois pas beaucoup, parce qu'Apple n'a jamais vraiment baissé les prix sur l'iPhone, mais c'est vrai que ce serait souhaitable parce qu'on arrive quand même à des tarifs aujourd'hui qui sont assez difficiles. Merci Didier pour ce busomètre. Donc, on va continuer à parler d'Apple et du projet de la voiture d'Apple, le fameux projet Titan, dans ce prochain chapitre. Apple, Google, les géants de la tech vont-ils lancer leur automobile Renault, Didier, que sait-on déjà Didier du projet Titan Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif des différentes rumeurs qui se sont accumulées ces dernières années ? Oui, Olivier, en fait, c'est quelque chose qui date déjà de 2014 et peut-être même encore avant, puisqu'on n'arrive pas dans la voiture comme ça en un an ou deux. Oui, Steve Jobs en parlait de son vivant déjà. Oui, il y avait un énorme article qui avait pondu vraiment le New York Times en 2014 qui révélait en fait un projet d'envergure au sein d'Apple qui développerait donc une vraie voiture. À l'époque, on parlait vraiment d'une Apple Car avec des roues sphériques, des portes silencieuses, un intérieur sans volant ni pédale. Enfin, vraiment la voiture du futur comme Apple avait révolutionné le téléphone. Et disons que voilà, il y a eu quelques années comme ça où vraiment Apple avait loué un circuit, on entendait des bruits de voitures, enfin vraiment on avait l'impression qu'ils nous développaient une Model S à Cupertino. Mais non, il y avait un parking où il faisait du tuning, c'est tout, à Cupertino. Il y avait des vrais bruits de moteur à l'époque, donc je pense que c'était pas forcément électrique. C'était pas électrique. Ouais. Mais c'est vrai que ce projet, c'est toujours des rumeurs, parce qu'on n'a vraiment rien eu de concret de la part d'Apple, mais il a capoté, il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'équipe, et disons qu'Apple se serait recentré ces dernières années, depuis à peu près 2 ans, sur un projet de voiture qui serait plus sur la partie software, c'est-à-dire la conduite autonome, on en parlait tout à l'heure, que Apple pourrait par exemple vendre à des constructeurs, en profitant donc de toute sa technologie, de l'intelligence artificielle, des données. Enfin, vraiment, les données, c'est aujourd'hui quand même le cœur de la voiture autonome. Donc voilà, aujourd'hui, ce projet, il est encore très très flou. Apple n'a absolument donné aucune indication, même si Tim Cook s'amuse quand même à en parler de temps en temps quand il parle d'intelligence artificielle. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dirige plutôt vers ça, je pense, vers un système. Et alors, j'en profite juste pour glisser une petite anecdote. Il y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un de chez PSA au Salon de Genève, qui me disait qu'aujourd'hui, ils réfléchissent effectivement à quel système ils vont adopter au sein de leur véhicule, et que Google fait beaucoup de lobby pour effectivement. Alors au début, ce sera peut-être un petit Android un petit peu boosté, mais effectivement à terme, ce seront les géants de la tech qui risquent de contrôler ces environnements. Quoi. Tu parlais de pas mal de gens qui étaient partis, que le projet avait été modifié. C'est Steve Zadeski qui était le chef de projet de ce projet Titan qui a quitté Apple. Et c'est vrai qu'on a senti qu'Apple donnait un coup de frein. Et c'est qu'à le dire, voilà. Et il veut pas avancer. Oui, il va avancer. Non, il veut pas. Il a le feu rouge à droite, lui. Il a le feu rouge à droite, ok. Et au-delà, on a vu que c'était Bob Mansfield, qui n'est pas un inconnu au sein d'Apple, Didier. Puis c'est lui qui remontait le spécialiste du hardware chez Apple et qui est le papa des puces de l'iPhone, notamment, de son design.
Exactement, mais il était même retraité, donc ils sont allés le rechercher à la retraite pour essayer de sauver un peu ce projet. C'était vraiment opération sauvetage. Donc voilà, aujourd'hui vraiment, on en est vraiment là, c'est-à-dire que les dernières nouvelles, c'était l'arrivée de Bob Mansfield. Et aujourd'hui, on espère pour Apple que ça continue effectivement et qu'ils vont nous sortir quelque chose, peut-être qu'ils vont nous présenter quelque chose, mais c'est quand même très très long. Moi, je vois pas des annonces avant 2020. Alors justement, Didier, Renault, on sait que les processus de fabrication, de conception d'une voiture pour un fabricant lambda, c'est 7-8 ans Non, généralement. ça c'est vachement réduit maintenant. Avec les simulations, on est plutôt autour de 3-4 ans. Voilà, sauf que là, c'est pas des constructeurs, ils partent de zéro, ils n'ont pas d'usine accessoirement, petit détail. Est-ce que tu vois, toi, Apple venir concurrencer Tesla, puisqu'il serait plutôt sur le premium si Apple venait sur ce marché? J'ai pas de boule de cristal, mais je vois pas quel serait leur intérêt à se lancer dans le hardware demain, parce qu'en fait la question aujourd'hui, je pense que la société n'attend plus une voiture, vu l'offre qui est déjà abondante, une voiture en tant que telle. On voit bien que ce qui intéresse, j'allais dire le marché, c'est toutes les données qu'on va pouvoir exploiter. Tout le monde fantasme. Mais ça, c'est le créneau de Google. Si Google voilà, intéressé par ce marché, c'est celui-là. C'est un petit signal faible, comme on dit, mais Carlos Ghosn qui rachète Challenge, qui prend 40% de Challenge, il met 5 millions, c'est vraiment rien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit demain, il faudra créer du flux pour les gens dans les voitures qui n'auront rien à faire. Il a même dit les gens baiseront dans les voitures si elles sont autonomes. Donc il va falloir pouvoir leur donner. Non, mais il l'a dit. Il va falloir leur donner, contrôler finalement ce qu'on va injecter, un peu comme de ce qu'on fait avec son téléphone. Bon, on voit bien que là, on sort complètement de l'ère du jeu, purement de construire de l'acier, des pneus, etc. Et en fait, pourquoi il y a des mouvements colossaux? C'est que tout le monde se dit, mais si jamais je suis pas dedans, je vais perdre la bataille. Donc, et effectivement, ça, j'ai regardé des émissions chez vous, Apple avec ses 823 milliards, je crois. 250, ça suffit déjà. Ouais, non, mais ce qui pèse, en à gros, la capitalisation boursière. Voilà. La réserve de cash est autour des 250 ils auront plus vite fait de racheter Mercedes ou et puis de décider de faire ce qu'ils veulent s'ils voulaient demain se lancer dans la voiture. Pourquoi Apple ne rachèterait pas un constructeur, voire même Tesla? Mais je vais être très franc, mais parce que produire des voitures, c'est des nids à emmerde pour pas grand chose. C'est-à-dire que demain vous avez un joint, vous avez beau être le roi de la tech, une voiture d'une portière sans montant pour que ça colle pendant 20 ans et qu'il n'y ait pas des infiltrations d'eau, vous avez beau être le génie de l'informatique, là on est sur d'autres métiers qui sont très compliqués et en plus on peut vous faire un procès, etc. pour gagner entre guillemets rien, parce que les marges sont très faibles. Donc en revanche, gagner de l'argent en se disant oui, on doit avoir, ils vont sûrement faire rouler quelques prototypes, mais nous on veut être les acteurs de la plateforme dont vous parliez, effectivement des systèmes d'exploitation, ce qu'on va gérer dedans, ça ils sont déjà en train d'y travailler à mon avis tous les jours. Mais je ne pense pas qu'ils aient envie demain d'avoir 15 usines pour sortir des millions de voitures, parce qu'encore une fois, ça n'est qu'une économie de volume, il faut beaucoup produire pour avoir des prix d'accès, et on voit bien d'ailleurs, parce que là on n'arrête pas de parler de Tesla en tant que constructeur, mais là où Elon Musk est intéressant, c'est que lui, il a un écosystème à 360, même si les sociétés sont séparées, ça va sur SpaceX, ça va sur les recherches qu'il fait justement sur le cerveau et l'intelligence artificielle, ça va sur les productions de batteries. Souvent il dit, mais si on parle que de Tesla en tant que constructeur de voitures, on se trompe. C'est-à-dire que bien mal, c'est pas le sujet. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Lui, c'est un laboratoire. Il reste un constructeur premium. Moi, je pense plus que Tesla revendra sa branche un jour, parce qu'à mon avis, il s'en fiche déjà de construire des voitures. Il y a pas mal de rumeurs sur l'avenir de Tesla sur le long terme. Il gagne pas un rond. Aujourd'hui, il gagne pas d'argent, effectivement. Donc c'est vrai qu'on peut. Les investisseurs lui font confiance. Donc voilà, il continue. Il a dit que c'était plus facile de faire des fusées que de construire des autos. Oui, il faut l'outil industriel. C'est très important. Là, vous êtes tous des gens de geek, mais faire quelque chose qui démarre tous les matins, par froid, par chaud, pendant 15 ans, et qui ne fuit pas, et qui vous tient au chaud, etc., c'est franchement d'une complexité, et produire en masse pour le vendre à 10 000 balles, c'est très compliqué. Ça demande un savoir-faire que peu de gens ont. La difficulté et le plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à franchir aujourd'hui, pour résumer, ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents de Tesla, c'est qu'ils doivent produire leur voiture de grand volume, le modèle 3,
qui n'est pas encore une voiture accessible à tous. Hein. Elle est autour des 35 000 $. Hein, c'est Premier ça prix, ouais. Ouais. Et puis c'est pareil. Mais bon, par rapport au options, prix de celle-ci, c'est beaucoup plus accessible. Et ils n'arrivent pas à produire suffisamment de modèles pour répondre à la demande. Et surtout, en fin de chaîne, elles repartent tous parce qu'ils n'arrivent pas au zéro défaut. À zéro défaut. Et donc, forcément, ils produisent moins. Ils n'arrivent pas à répondre à la demande. Donc, les ventes ont un peu de mal et le chiffre d'affaires ne suit pas. Et forcément, ça peut inquiéter certains investisseurs. De ton côté, Jean-Louis, comment tu perçois les travaux au sein d'Apple aujourd'hui, sans avoir de boule de cristal, mais on sait que tu as quelques entrées du côté du design à Cupertino. La stratégie, c'est d'être le cœur de la voiture, d'être le cœur du système de la voiture en termes de données, en termes de services, en termes de contrôle de la donnée. Si Tesla résiste et veut pas CarPlay, ou si Porsche a développé un système absolument incroyable de conciergerie dans ses automobiles, c'est pour résister à ces fabricants-là. Les puces aujourd'hui ne valent rien à cause des téléphones Android. Donc vous avez une carte de téléphone dans la voiture, vous avez un système opératif Google. Tout ça est une commodité et votre voiture devient connectée moderne. Mais le constructeur, il perd une grande partie de la valeur de service et de l'environnement de son auto. L'enjeu, c'est véritablement l'embarquer. On parlait de Tesla à l'instant. Les constructeurs ont quand même réagi à ce type de véhicule qu'a proposé Tesla. Il y a une annonce récemment de Porsche, je crois, Renault, dans le très haut de gamme. Oui. Tout le monde arrive. Hein, tout le monde. Là, ça va être amusant de voir justement comment Tesla va... Alors quel est l'avenir pour Tesla pour conclure? On a parlé d'Apple, on a bien compris que c'est plutôt vers l'embarqué qui se dirigeait plutôt que de produire une voiture. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un système de véhicules collectifs, pourquoi pas brander un peu. Lui, vous avez vu, c'est là où il est malin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des chiffres qui sortent où on montre tout ce qu'il perd par voiture, il annonce qu'il va lancer 2 camions autonomes, qu'il va relancer un roadster, il en a envoyé un dans l'espace. Un joli coup de marketing. Il sait ouvrir des contre-feux, mais il a raison. Après tout, il fait ça avec l'argent des actionnaires, il ne vole pas son argent. S'il y a des gens qui veulent jouer sur lui. Le conseil d'administration lui a autorisé pas un salaire, mais des stocks options pour des sommes colossales. Oui, c'est tellement délirant que j'avoue que ça me milliards dépasse. de dollars. Je sais pas quel est son avenir si demain, parce qu'encore une fois, faire une voiture électrique performante, c'est pas très compliqué. On en revient effectivement à tout l'écosystème derrière de la batterie. Il faut savoir que dans cette voiture, elle pèse 2,5 tonnes. C'est un paradoxe, voiture écologique, mais elle pèse 2,5 tonnes. Non, mais voilà. Vous voulez faire propre, il y aura une loi très simple qui dirait les voitures ne doivent pas peser plus de 800 kg. Tout pollue. Il faut le savoir, tout pollue, tout ce que vous posez. En revanche, la masse, c'est l'ennemi. Donc là, on parle depuis des heures, mais faites des voitures qui pèsent 800 kg, en termes d'émissions, d'usure des pneus, etc., vous divisez par 2 d'un coup toutes les émissions demain de polluants. Je pense qu'on disait tout à l'heure en off, effectivement, la mobilité va devenir de plus en plus chère. Le problème, c'est pas l'automobile. Je suis un amoureux de l'automobile, mais le problème, c'est qu'il y a trop de bagnoles en ville. C'est hélas une vérité. Donc, si on veut vraiment régler la problématique, si vous voulez changer demain que par des voitures électriques, la problématique sera la même. Donc on voit bien qu'il faut trouver un système en fonction de l'usage, qu'est-ce qu'on fera de sa voiture, comment on l'utilisera, comment on la partagera, etc. Et personne n'a la clé dessus. Mais si vous faites des voitures un peu plus petites, que vous les partagez un peu plus, vous n'avez pas besoin d'investir des milliards dans le hardware. Mais on voit bien que la vraie bataille, elle va être de qu'est-ce qu'on va faire dans les voitures. Voilà, c'est peut-être Netflix qui fera un jour qui achètera des. Franchement, si on roule plus, si on conduit plus, les gens disent qu'on va lire, mais vu le temps, je pense que les gens vont regarder des films. Donc qu'est-ce qu'on regardera en bagnole dans un avion. Non mais regardez, depuis tout à l'heure, on parle que d'écran, vous êtes tous avec des écrans. J'essaie de ne pas le regarder. Non mais l'enjeu, il est là. Moi je parle avec des bagnolards, ce qu'on appelle les gens fous de voiture, toute la journée. Bagnolards. Ouais, c'est un terme qu'on a créé. La discussion de bagnolards, elle est sur les écrans. Et aujourd'hui, c'est très amusant d'ailleurs, parce que vous voyez quand les gens lancent une nouvelle voiture, vous prenez Range Rover Velar, vous prenez la nouvelle Mercedes Classe A,
50% de la promesse, c'est les écrans. Ouais. À tort ou à raison. Hein, On en parlait en amont de cette émission, effectivement. Vous avez toute une partie de gens qui disent mais moi je suis pas d'accord, etc. Mais on vous laisse pas le choix, quoi. Enfin, voilà. On y va tout doucement. Parce que voilà, il faut continuer à vendre. Bon, écoute, ce sera le mot de la fin. On a essayé d'être le plus précis. Surtout, on a essayé de ne pas s'encadrer avec cette voiture. Elle coûte une fortune. Merci encore une fois à Tesla pour ce prêt. On va passer tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Stéphane. Alors Olivier, il y a quelques semaines, j'avais présenté ce coup de cœur, ce chargeur Tesla qui sert absolument à rien. C'est un chargeur d'iPhone, faut préciser. Donc c'est une réplique d'un super chargeur pour ce modèle-là. Voilà, exactement. Voilà. Donc, mais ça supercharge pas ton téléphone. Non. Je vous le confirme. Bon, c'est juste pour l'anecdote. Juste un coup de cœur offline, on va dire appeler ça comme ça, parce que pour l'instant il n'existe même pas en numérique. Et le livre sur le PSG, révélation d'une révolution aux éditions Amphora. Et ceux qui aiment le club et le foot voient comment aujourd'hui on gère un club de l'intérieur. Et j'ai trouvé ce livre passionnant de la première page à la dernière page. Voilà. Merci Stéphane. Didier, de ton côté, ton coup de cœur? Alors moi cette semaine Olivier, je vais te parler d'un produit français, alors qui est encore au stade de prototypage, ça s'appelle PubScan. Je me méfie des produits français. Alors eux ils sont installés à Station F, c'est quand même une start-up qui a levé 2 millions via des projets participatifs, et donc en fait ils ont créé un petit scanner à main comme ça. Alors moi j'étais assez perplexe puisque maintenant on utilise tous tu sais, nos téléphones pour scanner les documents, mais en fait ils ont une vision un petit peu B2B, par exemple le loueur de voiture justement qui veut scanner rapidement le permis de conduire de la personne qui va te louer la voiture. Ben voilà, il veut juste pouvoir scanner ça, l'envoyer rapidement dans le cloud, et ils ont créé ce petit scanner à main connecté qui vaut à peu près $300, donc c'est pas très très cher, et qui je trouve est hyper facile à utiliser et qui a beaucoup de technologie là-dedans, des lasers, des flashs, et qui est beaucoup plus efficace donc qu'un smartphone. Donc voilà, on a fait une petite vidéo, je te laisserai mettre des images, et j'ai trouvé ce projet tout à fait intéressant. Merci Didier. Jean-Louis, de ton côté? Alors moi c'est un appareil photo, c'est le Sony 7 III, qui est un appareil qui a des performances absolument incroyables, accessible, et qui marque donc c'est un hybride, c'est-à-dire c'est un réflexe sans miroir, qui marque le retour de Sony dans la tête de l'innovation. Ça me fait très plaisir. C'est un appareil absolument fantastique, incroyable. Merci Jean-Louis. Et de ton côté, Renaud? Alors moi j'ai un coup de cœur pour un service, il y a une appli qui s'appelle Gaston, et qui vient vous livrer de l'essence chez vous, en bas de chez vous. Comment est-ce possible? C'est à l'heure de l'électrique? Non, mais pour moi ça vient conclure un peu toute la discussion qu'on a, c'est-à-dire que on parle de techno, mais toutes les stations essence, notamment à Paris, ferment, c'est un vrai cauchemar. Moi je peux plus trouver d'essence, déjà on peut plus bouger, mais il n'y a plus d'essence, c'est une façon de... lui il crée, on revient finalement aux stations des années 50, vous téléchargez l'appli, vous mettez votre adresse et ils viennent, ils ont le droit en fait c'est un camion qui vient vous livrer. J'ai fait le test, même pas, c'est pas un camion citerne parce que ça serait une autre loi, ça s'appelle du transport en vrac de liquide, et en fait ils viennent, si jamais vous êtes dans un parking, ils descendent un petit truc à roulette, et le type il est avec une casquette, etc., il vous passe un petit coup sur le pare-brise. Bien sûr il y a une app pour ça. Et il y a une app pour ça, c'est très bien, vous prépayez, et voilà, et il est charmant, il vous met de l'essence, et je sais qu'il cherche à lever des fonds, ça marche très bien. Nous on a fait une vidéo dessus, on l'a testé, et là on retrouve de l'humain grâce à la techno, et ça me plaît beaucoup. Il me reste encore 46% d'autonomie, mais je vous rassure, lorsqu'on a commencé l'émission il y a à peu près 1 heure, on était à 55%, donc on n'a pas arrêté de rouler pendant 1 heure. On a mangé à peu près 10% d'autonomie dans des conditions un peu compliquées, comme vous les avez pu le voir dans Paris. Mais bon, elle tient plutôt bien la charge, cette Tesla Model X. De mon côté, le coup de cœur, c'est un produit de circonstance. Tout d'abord, c'est un produit chez Netgear. C'est le dernier routeur de chez Netgear, le nouveau Nighthawk. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que c'est le premier routeur 4G du marché qui permet de surfer à la vitesse du gigabit. Presque la vitesse de la fibre. Pour nous qui faisons Refait le Mac en 4G de temps en temps, je précise bien de temps en temps, ça va nous ouvrir de nouveaux horizons. Alors évidemment il faut que le réseau soit compatible, ce qui n'est pas encore le cas en France. J'avais découvert ce produit il y a quelques mois lorsque j'étais en Australie, parce que là-bas les réseaux étaient compatibles, et en fait ils utilisent ce modem. Non seulement il y a une énorme batterie à l'intérieur, donc elle tient 24 heures, donc c'est remarquable, mais ils l'utilisent à la maison.
dans les zones où il n'y a pas d'ADSL ou de fibre, pour mutualiser une connexion 4G entre différents membres de la famille, jusqu'à 20 ordinateurs, consoles, smartphones, tablettes peut-être connectés sur ce système. Donc c'est assez étonnant. Il faut compter autour des 350 € pour ce routeur. Si vous avez besoin de surfer dans toutes les conditions, avoir une bonne qualité d'image comme nous, on espère qu'elle est bonne cette semaine pour l'émission. C'est le produit à essayer. Mais il y a même, petite cerise sur le gâteau, une prise Ethernet pour vous permettre de brancher directement en filet à l'ordinateur si vous êtes par exemple dans un hôtel ou à la maison. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 288e ou 289e épisode dont refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci les amis d'avoir survécu à ma conduite un peu abrupte. Je ne maîtrise pas forcément ce véhicule qui est tout nouveau pour moi. Par moments c'était un peu borderline quand même, Renaud. Non, c'était parfait. Jean-Louis, tu me pardonnes? Oui. Non, c'était très, très agréable, très confortable derrière. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on essaiera de faire le point sur les nouveautés d'Apple. On sera une mission un peu plus traditionnelle en plateau à l'école 42. On reviendra également, si tout va bien, sur le Galaxy S9 qu'on a eu le temps de décortiquer avec Stéphane. N'oubliez pas en attendant de vous abonner à nos chaînes YouTube pour être prévenu en temps réel d'une mise en ligne d'une émission, pour recevoir une petite notification, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Avant la grande annonce, avant que l'auditoire soit réservé et la presse informée, avant que les chaises soient installées et les petits fours réchauffés, avant que les blogs spécialisés se lancent dans toutes sortes de spéculations et que d'autres les contredisent avec des spéculations encore plus folles. Il y a autre chose. Une avancée fondamentale qui a rendu tout cela possible. Chez Qualcomm, on fait moins de tapage et les seuls snacks viennent du distributeur. Mais nous accompagnons le monde vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'interaction continue qui fera de l'Internet des objets l'objet indispensable. Il n'y a peut-être pas de liste VIP ici, mais d'ici peu, la technologie initiée par Qualcomm sera à l'avant-plan de la scène mondiale.